Bonjour, bienvenue à tous. Je suis Anne-Claire Pinaza, conseillère donc à la Chambre de métier et de l'artisanat du Rhône. Vous allez pouvoir suivre ce webinaire donc sur un sujet plus que d'actualité, à savoir celui de la relance d'activité pour les professionnels de la vente à emporter. Voilà, ce webinaire est organisé donc par la CMA, mais il sera animé par Mathieu Bragoni, donc notre partenaire de Verifoodie. Bien, bonjour. Voilà, la présentation va durer une quarantaine de minutes, Mathieu, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Voilà, vous pourrez poser vos questions sur la droite. Vous avez un petit encart où vous pouvez écrire vos questions et Mathieu répondra donc à l'ensemble des questions plutôt à la fin, voilà, pour ne pas couper la présentation de ce webinaire. Voilà, et à l'issue du webinaire, je vous enverrai à tous par mail le lien pour consulter le replay pour ceux qui seraient arrivés en cours de route, ainsi que voilà, un petit questionnaire de satisfaction à remplir. Voilà, je laisse Mathieu prendre la suite et donc vous présenter ce webinaire. Merci beaucoup. Et donc, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Mathieu Bragoni. Je suis cuisinier. Je vous fais une présentation rapide. Je suis cuisinier depuis l'âge de 16 ans. J'ai eu différentes formes de restauration. Et donc, du coup, c'est à la suite de ces expériences que, du coup, j'essaie d'avoir une vision sur la restauration et ce qu'elle va devenir. Et aujourd'hui, on va parler donc du coup du post-Covid et de la vente à emporter, qui est vraiment un processus qui va vraiment se mettre en place et qui est vraiment dans l'air du temps. Donc on va en parler. On a fait une formation snacking, donc je vous parlerai après, qui rentre dans l'air du temps également et dont je me suis inspiré aussi pour créer le document que je vais vous passer. Donc je vais disparaître et ensuite vous allez avoir du coup le support, le document support qui sera à disposition après qui vous sera envoyé. Donc voilà, donc je disparais. Hop, et voilà. Donc du coup, on va parler des métiers de la vente à emporter, comment s'organiser en période de relance. On va essayer de voir 3 points importants. Donc ça va être l'offre et la clientèle. Ça va être les finances et enfin ça va être votre personnel. Donc soit vous êtes tout seul et auto-entrepreneur ou à votre compte, soit vous avez du personnel à gérer. Et donc du coup, on parle de tout ça. Donc du coup, je vais commencer par présenter le snacking et la vente à emporter avec quelques chiffres pour essayer d'avoir une vision d'ensemble du marché actuel. Donc vous avez 62,9% de part du marché de la restauration rapide qui 62% de la restauration rapide en rapport à la restauration commerciale. Donc en fait, ça montre que la restauration rapide en fait augmente énormément au niveau des mœurs. Donc les gens en fait vont de plus en plus vers la restauration rapide et donc du coup le snacking et la vente à emporter bien évidemment. Donc avec le post-Covid, évidemment, on a vu que les gens et la restauration commerciale en a pris un petit coup. Donc du coup, la vente à emporter est une solution pour répondre à la demande de restauration des gens, des personnes, des clients qui vont venir vers vous. Et donc du coup, la vente à emporter est une solution pratique que je vais vous expliquer un petit peu plus tard. 65% des millénials, donc ça va être la clientèle qui va être la clientèle active. Donc c'est celle qui va être, c'est celle qui va nous concerner le plus, 65% des millénials. Et donc là, du coup, ce chiffre montre qu'ils sont prêts à payer plus cher leur burger. Donc on va voir tout à l'heure au niveau des finances que c'est un point important parce que ça va définir aussi la qualité de ce qu'on va vendre à nos clients. 29% des foyers se font livrer à domicile. Ça, c'est un autre point important au niveau de la vente à emporter. C'est-à-dire que quand vous êtes sur du particulier, en opposé avec une clientèle d'entreprise et une clientèle professionnelle, 30%, donc ça représente quand même un tiers des foyers qui vont se faire livrer à domicile. Donc, on va en parler un petit peu plus tard également. La livraison à domicile fait partie aussi d'une des solutions de la vente à emporter. 12% de progression de commandes en ligne, donc là ça rejoint un petit peu 30% des foyers qui sont livrés à domicile.
Et 77% des consommateurs aimeraient privilégier des produits alimentaires locaux. Donc ça, pareil, on va en parler au niveau de l'offre et de la clientèle. Il y a aussi une tendance, même post-Covid, et même ça a été appuyé par le post-Covid, que les consommateurs font attention à ce qu'ils mangent et aux répercussions que ça a aussi sur la santé globale, financière, mais aussi la santé. Les gens font attention à leur alimentation. Et 83% enfin des Français accordent de l'importance au clean label. Donc ça rejoint un petit peu le dernier point dont je viens de parler. Pardon. Et ils recherchent particulièrement des produits sans conservateurs et sans additifs. Donc ça va venir encore appuyer le côté où la consommation des personnes et de notre clientèle est vraiment en train de changer et il y a une prise de conscience générale. Donc ça, c'est pour présenter un petit peu le snacking et la vente à emporter. Ça va être le support et le contexte de fond qui va me permettre de vous parler de ces 3 points. Et on va commencer de ces 3 points, donc la clientèle, la finance et votre personnel. Et on va commencer par la clientèle. Donc, on va parler de sécuriser et gérer l'offre et la clientèle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, post-Covid, on a pu voir qu'il y a eu une certaine baisse de la consommation en termes de restauration. Les gens, donc, du coup, sortent moins. On a eu donc le domaine de la restauration sur place qui a dû fermer ses portes dû au Covid et au respect des distanciations sociales. Et donc, du coup, on voit que la vente à emporter est une solution assez pratique parce que la distanciation sociale ne devient plus un problème important parce que la personne vient juste récupérer son repas et ensuite repart. Donc ça, c'est un point très important. Donc vous partez déjà, ceux qui sont sur la vente à emporter, vous partez déjà avec un avantage. Ensuite, je vous ai parlé de privilégier les appros des circuits courts. Donc ça, c'est un deuxième point important sur l'offre que vous allez donner à votre clientèle. Elle vient se rajouter au fait que par ce Covid, par tout ce qui s'est passé pendant le Covid, le fait que les producteurs et aussi tout le circuit de l'alimentation, même l'agroalimentaire, a été touché, on s'est rendu compte que les meilleures solutions qui ont été mises en place, ça s'est fait par des circuits locaux. Donc, ce sont les producteurs, ce sont ce sont les communes qui se sont organisées pour pouvoir subvenir aux besoins de tout le monde, que ce soit professionnel comme particulier. Et donc, du coup, cette proximité qui a été du coup construite un petit peu dans l'urgence s'avère être une solution pérenne et qu'il va falloir personnellement, je pense, nourrir pour pouvoir asseoir une certaine sécurité au niveau de votre offre. C'est-à-dire que avec du circuit court, vous avez une certaine sécurité du fait de vos approvisionnements. Donc, quand on parle d'approvisionnements qui sont à l'extérieur de nos frontières, par exemple, on va prendre le risque du coup de perdre la résilience au niveau de notre sécurité alimentaire. Donc le troisième point justement, c'est la situation agricole à suivre. Voilà, personnellement, je suis pas devin, donc je pourrais pas vous dire exactement ce qui va se passer au niveau agricole. Faut savoir que notre manière de fonctionner en France et dans d'autres endroits, notre manière de fonctionner, on fait beaucoup d'importation et d'exportation. Et la situation agricole actuelle, elle est un petit peu en péril et elle est en train de trouver des solutions pour subvenir à nos besoins et ne plus revivre un petit peu cette pénurie qu'on est déjà en train de subir, entre guillemets. Vous pouvez voir certaines denrées de base qui augmentent, le prix de certaines denrées augmente. Et donc, du coup, de suivre cette situation agricole, ça permet aussi de savoir quels vont être les meilleurs secteurs et la meilleure démarche à adopter pour pouvoir assurer un approvisionnement. Donc ça part vraiment de l'offre.
Donc, on va soutenir aussi la proximité. Donc là, on va mélanger un petit peu l'offre et la clientèle, parce que la proximité, ça concerne autant l'offre que vous allez offrir à votre clientèle de par ce que vous allez mettre dans son plat, dans son assiette. Hein. Le client est friand du local, on en a vu en 77%. Les gens vont rechercher ça et les producteurs également. Les producteurs vont chercher aussi une manière de sécuriser leur stock et de pouvoir les écouler. Donc, il y a au niveau du marché de la vente emportée et même restauration générale, vous allez avoir un avantage à aller chercher vos produits le plus près possible. Hein, parce que effectivement, si vous avez un Covid, et on a pu voir que on perdait les gros fournisseurs, hein, perdent de la force d'offre. D'accord. Et au niveau de la clientèle, la proximité, ça va être comment assurer un certain débit pour vous, que vous puissiez aussi écouler vos préparations et puis écouler et puis faire rentrer aussi du chiffre d'affaires. Hein. Et donc pour ça, la proximité est une solution en termes en termes professionnels. C'est-à-dire si vous travaillez avec des professionnels, et quand je dis professionnels, c'est des entreprises principalement, des gens qui sont à proximité géographique de l'endroit où vous faites de l'emporter, vous assurez aussi une clientèle qui va facilement revenir. Hein. Quand vous faites de l'emporter plus vaste, vous prenez le risque d'éparpiller un petit peu votre offre. La proximité, ça permet de fidéliser plus facilement, de créer une sorte de sécurité en termes de confiance, c'est-à-dire que vous allez pouvoir établir une confiance, comme avec votre fournisseur, vous établissez une confiance avec votre clientèle qui va être proche, qui va pouvoir, avec qui vous allez pouvoir être en relation. D'accord. Donc ça, c'est le quatrième point. Le cinquième point, ça va être la finger food. Alors la finger food, c'est un point du snacking. D'accord. Là, on est sur la vente à emporter, plus spécifiquement du snacking. Pourquoi la finger food? Parce qu'elle correspond également à l'envie du client de ne plus s'enfermer. D'accord. On a vécu une distanciation sociale, donc que ce soit financièrement ou psychologiquement, ça a eu un impact. Et la finger food, ça répond à la question si je veux manger en respectant la distanciation sociale le plus possible et en pouvant aussi profiter du grand air, parce que quand vous avez été enfermé pendant 2-3 mois, vous n'avez pas forcément envie de vous renfermer directement dans un restaurant. La finger food, ça permet que ce soit au niveau de l'entreprise que le client, de retrouver un petit peu de liberté au niveau de la restauration. Elle s'affranchit des codes habituels, comme vous pouvez le dire, parce qu'elle est pratique, elle inclut tout, et en plus, elle se mange avec les doigts. Donc voilà, là je vais parler plutôt de tout ce qui va être du snacking pur, du snacking pur. Donc, c'est des produits prêts à manger, c'est ce que je disais. Ça, c'est plus au niveau c'est au niveau de vous, votre entreprise. Quand vous allez pouvoir faire votre offre, le client veut aussi quelque chose, comme quand il va au restaurant, il veut s'asseoir et il s'occupe de rien et c'est tout à manger. Et ben du coup, quand vous allez sur de la vente emportée, il veut le même principe également, le client, sauf qu'il y aura le service en moins et puis il y aura un petit peu ce côté service à la table qui va disparaître. Et donc, du coup, le client veut un peu manger clé en main. D'accord. 85% des Français sont des snackers, donc 4,4 fois par mois, c'est quand même énorme. Ça veut dire que au moins une fois par semaine, les gens veulent manger principalement sur le pouce, hein, ce qu'on appelle sur le pouce. Et donc, du coup, ça va se coupler avec l'idée d'aller vers l'extérieur. Je pense que les gens, aujourd'hui, en plus, voilà, les frontières ne seront pas, enfin, en termes de vacances, de voyages, etc., et même à la rentrée, les gens vont changer leur manière
de manière de voir la restauration et de sortir parce que il y a eu aussi un gros signal d'alarme qui a été lancé au niveau hygiène, distanciation sociale et la restauration. C'est des secteurs qui a été le plus touché parce que nous, justement, on parle de convivialité. Donc, ça va être notre question, ça va être comment réintégrer la convivialité au niveau de la vente à emporter. Petit point, là, c'est une mini parenthèse sur le secteur de la boulangerie. Ça, c'est un petit chiffre, 40% du CA grâce au snacking en 2018. Donc, ça veut dire qu'en fait, dans la vente à emporter, vous avez aussi la notion de petit déjeuner. Voilà. Vous avez le déjeuner, sachant que la boulangerie fait aussi du déjeuner, mais principalement du petit déjeuner aussi. Donc voilà, la boulangerie, petite parenthèse, on part sur le petit déjeuner, donc c'est aussi une part de marché qui est en train de se créer et qui va possiblement être aussi soit votre concurrence, soit votre niche vers laquelle vous allez aller pour chercher votre clientèle. Et enfin, on revient sur les millénials, donc c'est les 15-34 ans, c'est la population active de demain, donc c'est celle qui va nous concerner. 15-34 ans, c'est important parce que aujourd'hui, au niveau financier, et je vais en parler après, c'est des gens qui vont être impactés également. Et donc, c'est des gens à qui il va falloir parler, je pense, personnellement, intelligemment au niveau de l'offre qu'on va leur donner, parce que va falloir être attractif. Parce que je pense que tout le monde a été touché, que ce soit entreprise ou particulier. Et donc, du coup, même si on est prêt peut-être à payer plus cher pour avoir une meilleure qualité, nous, en tant que restaurateurs, on se doit aussi de proposer une offre qui va être dans le porte-monnaie de nos clients. Donc, les 15-35 ans, je vous invite à faire des études de marché autour de votre entreprise. Pardon. Donc, autour de votre entreprise, et pour connaître un petit peu combien les gens sont prêts à mettre pour être sûr de ne pas vous tromper en termes d'offres, en termes de prix par rapport à ce que la clientèle est prête à mettre dans votre offre, dans l'offre que vous allez lui faire. Ensuite, petit point sur le marché de la livraison digitale. Qui dit vente à emporter, dit aussi livraison. D'accord. Donc voilà, on a vu qu'un tiers des foyers se faisaient livrer. Ça, c'est un créneau aussi à observer que pendant le Covid, la vente à emporter et la commande en ligne n'a pas connu réellement de difficultés. C'est un des secteurs qui a marché, qui a continué à marcher. Parce que justement, il répond aux critères qui nous ont été demandés au niveau des distanciations sociales. Donc du coup, ça répond un petit peu à ces critères et c'est plus facile à mettre en place. Voilà, je vais prendre un exemple un exemple de Uber Eats par exemple. Pendant le Covid, quand vous commandiez, vous avez facilement juste une distanciation où le livreur vous le met à l'extérieur et vous allez ensuite le chercher. On perd un petit peu de convivialité, mais on gagne en sécurité alimentaire. Donc les gens aussi se positionnent sur un mix entre avoir de la convivialité, mais ça, ils vont plus le chercher, je pense, dans un secteur intime et leur cercle, les amis, la famille, etc. Et après, donc, ils vont chercher plus la sécurité au niveau alimentaire, surtout quand c'est une entreprise extérieure. Donc, au niveau de la livraison, du marché de la livraison, c'est digital, attention, 6,1% des dépenses alimentaires des Français par commande en ligne. Donc, 40 millions de commandes par an. Et c'est un chiffre qui tend à augmenter du fait du Covid, bien évidemment. Et puis du fait des mœurs qui sont en train de changer. Vraiment, les gens sont en train de passer à l'emporter et passer au street food. Donc là, deuxième point, vous avez différents types d'entreprises qui proposent ces services, Deliveroo, Uber Eats, Frishti, TikTok, et Resto Malin. Alors, pour certains, faut faire attention parce que c'est au niveau, de l'entreprise, c'est quand même une certaine dépense. C'est assez onéreux. Voilà, il y en a certains qui prennent 30%. Et puis, ça nécessite aussi une certaine adaptation à leur méthode de fonctionnement. Si on peut prendre Uber Eats, pour exemple, encore, il faut, quand vous passez par Uber Eats, comprendre comment fonctionne le système,
vous êtes face à des gens qui vont commander en ligne, qui n'ont pas du tout la vision de ce qui se passe chez vous. Et donc, eux, ils commandent, d'accord? Et vous allez recevoir les commandes et il faut pouvoir s'adapter au débit que ça va générer, d'accord? Si votre entreprise marche très bien et que vous emportez une très bonne part de marché, part de la livraison et part du domicile, ça peut très vite devenir problématique parce que vous pouvez ne pas suivre forcément la cadence. Hein, et en plus, Uber Eats demande une certaine aussi prestation. Hein. Donc, le marché de la livraison, c'est très intéressant. Par contre, il faut être prévenu et il faut être prêt à pouvoir assumer le débit qui va vous être demandé. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire à 100%, mais quand vous le faites, sauf si vous mettez, ça par contre, je ne sais pas si c'est possible de mettre une jauge, genre, par exemple, vous dites, je fais que 10 repas à emporter. Je suis pas sûr que ce soit possible sur Uber Eats. Et donc, du coup, de ce fait, vous pouvez être dépassé par les commandes en ligne. D'accord. Donc ça, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, bien évidemment. Libre à vous de choisir votre mode de livraison, votre mode d'emporter, mais il faut juste être au courant. Voilà. Du coup, point positif, effectivement, c'est que ça vous donne une super visibilité. Donc, pour des gens qui sont peut-être un petit peu, qui ne sont pas en ville ou qui sont un peu à distance, ça peut être intéressant parce que du coup, vous avez un accès à une énorme base de données de clientèle qui a été faite par les plateformes, donc du coup, de commande en ligne. Et vous avez du coup une pub plus ou moins gratuite, entre guillemets, qui vous est fait parce que vous pouvez être vu par la localité, mais aussi par type de restauration que vous faites. Hein. Donc, quand vous allez sur Uber Eats encore, vous avez voilà, la pizza, le fast-food, le tacos, et puis vous avez tout type aussi d'autres restaurations. Vous trouvez même de la restauration type bistronomie ou bistrot à la française. Hein. Donc, ça ne se cantonne pas forcément aux tacos, aux burgers et aux pizzas. Hein. On peut justement, par ce biais-là, développer un petit peu plus l'offre et aller un petit peu plus loin. Et donc, du coup, pour pour réussir à absorber un petit peu cette possible hausse d'activité grâce aux livraisons à domicile, vous allez devoir aussi réfléchir à la construction de votre carte et de votre menu et de ce que vous allez proposer. Hein. Le client qui se fait livrer à domicile, il a aussi une attente de praticité de ce que vous allez lui envoyer. Et puis, sachant que vous perdez aussi en qualité, entre guillemets, au niveau de la spontanéité de l'envoi de votre plat. Hein, votre plat, quand il est pris par le livreur et qu'il est livré, il peut se passer entre 15, 20, voire 15-20 minutes. 15-20 minutes, c'est déjà pas mal. Hein. Et donc, 15-20 minutes, quand vous êtes en tant que client et que vous voyez arriver votre plat et qu'il est froid, et ben du coup, ça peut un peu frustrer. Mais si vous réfléchissez également au fait que ce soit facilement réchauffable, réutilisable, et ben du coup, vous comblez une demande du client qui veut retrouver un petit peu la même qualité que dans un restaurant, mais avec le confort de chez soi. Voilà. Ça représente un petit peu la clientèle post-Covid aussi. Hein. Ça va être, je veux le restaurant, mais je veux la sécurité de chez moi. Ou alors, je veux la sécurité d'être à l'extérieur, etc. Mais ça, vous n'êtes pas dans la livraison. Donc voilà ce qui concerne la livraison digitale. Hein. J'ai marqué le petit point en dernier, limiter le choix de vos plats. Ça rejoint un petit peu pour pouvoir gérer facilement votre clientèle et votre offre. Voilà en ce qui concerne le marché de la livraison digitale. Ensuite, on va parler un petit peu de la clientèle et des attentes des consommateurs. Et là, j'ai marqué consommateur exprès parce que le client aussi prend conscience. Pendant le Covid, on a eu aussi une prise de conscience de ce qu'était notre système alimentaire. Et donc, du coup, le client veut être impliqué dans son choix. D'accord ? Il veut que lorsqu'il dépense aussi son argent,
D'autant plus qu'à l'heure d'aujourd'hui, la notion de l'argent, on a plus ou moins tous été impactés. Hein, comme je le répète, que ce soit en tant que professionnel comme particulier, on a tous été impactés. Donc, quand vous dépensez de l'argent, vous avez envie que ça ait du sens. D'accord. On a eu beaucoup pendant cette pause qu'on a connue dans le monde entier et en France, on a eu le temps aussi de prendre conscience des circuits locaux, de la proximité et aussi de l'économie. D'accord. On a une économie qui est mondiale, qui n'a pas pu, entre guillemets, supporter le fait que tout s'arrête. Et on voit que l'économie qui a fonctionné peut-être le mieux, c'est une économie qui a été locale. Donc ça, c'est très important. Donc le consommateur, il veut faire partie de votre entreprise, entre guillemets. Hein. Quand il vient chez vous, c'est parce que aussi, vous avez quelque chose à lui proposer qui a du sens, pas simplement du bon ou du rapide. Hein. Maintenant, une notion qui est très importante chez le client, c'est qu'est-ce que vous faites de son argent, comment vous l'utilisez. Donc, j'ai pris 2 points assez importants, mais je vais en rajouter un troisième et je vais commencer par celui-là. Ce sera effectivement vos approvisionnements et hormis le bio, qui a fait ses preuves déjà depuis 5 ou 10 ans, même un petit peu plus, le bio, ça s'additionne aussi de la proximité. J'en ai parlé un petit peu avant. Je réinsiste beaucoup dessus parce que la proximité, c'est vraiment quelque chose que le client va rechercher. Un petit peu paradoxalement, face à la distanciation sociale, on va rechercher des choses où on se sent, où on sait d'où ça vient. La proximité, ça permet aussi de savoir d'où ça vient. D'accord. Le consommateur veut savoir qu'est-ce que vous lui vendez, qu'est-ce qu'il y a dans vos aliments et comment, quel système économique vous avez mis en place pour parvenir à livrer votre offre. D'accord. Donc ça, c'était le troisième, c'était le petit point proximité. Le deuxième point, ça va être l'alternative aux emballages plastiques. Donc ça va pas vraiment avec le Covid, mais ça en fait partie parce que ça a soulevé beaucoup de questions sur notre consommation générale et donc du coup sur un petit peu comment on prend soin de la planète. Et ça, le consommateur y est et va être de plus en plus réceptif à l'offre que vous allez lui faire en termes écologie. Et donc du coup, l'alternative aux emballages plastiques, ça va être premièrement de bannir tout simplement le plastique en utilisant d'autres fibres, sachant que je tire quand même un petit peu la sonnette d'alarme, ça c'est personnel. Pour moi, quitter le plastique pour aller dans du bambou qui a fait des milliers de kilomètres, c'est pas non plus forcément une solution. Et peut-être que le consommateur actuellement peut se contenter de la fibre de bambou, par exemple, mais que demain, il va peut-être aussi remettre ça en question. Donc, je dis pas qu'il faut pas, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution quand on parle d'écologie. Je pense que déjà, il faut en faire. Chacun fasse un pas, c'est déjà bien. Et le consommateur fait son pas. Et vous, votre pas, c'est aussi, déjà, si vous réussissez à bannir le plastique ou le réduire un maximum, le consommateur y est réceptif. Et ça peut devenir, du coup, un facteur de communication. Ça peut devenir votre carte d'identité également. Le client, maintenant, ne vient pas que pour la nourriture, il vient pour votre éthique, entre guillemets. Et deuxième point également, aux alternatives emballage plastique, c'est la mise en place de consignes avec le consommateur. Donc ça, c'est un système qui tend à se mettre en place tout doucement. Hein. Vraiment, c'est plus, je pense personnellement, que les gens se dirigeront et prendront conscience de l'intérêt d'avoir une consigne ou même de venir avec sa propre boîte, par exemple, plus on va facilement y arriver. Un peu comme le bio. Hein. Le bio, au début, c'était compliqué, on disait que c'était plus cher, etc. Au fur et à mesure, même si au niveau du prix, certains, franchement, s'emballent au niveau du bio, on arrive à des prix assez acceptables, surtout quand vous êtes dans la proximité, encore une fois, chez les fournisseurs. Moi, personnellement, je travaille avec des fournisseurs locaux, bio ou raisonnés. Hein. Le bio est une marque également. Hein. On pourra en discuter après si vous voulez. Le client, du coup, au niveau de la consigne,
c'est une sorte d'éducation, entre guillemets, dont nous, restaurateurs, et en proposant de la vente à emporter, on fait partie. Hein, d'accord, ça va être à nous aussi d'insuffler cette envie et de donner envie aux gens. Il y a des applications, moi j'en connais une, du coup, qui est Gringo. Donc ça, je crois qu'il y en a qui sont en France. Donc ça se met petit à petit en place. Le principe de la consigne se met petit à petit en place parce que ça nécessite à la base, quand moi en tant que restaurateur, quand j'ai voulu parler de la consigne, ça demande beaucoup de mise en place et un sacré investissement si vous voulez tout gérer. Hein, il faut pouvoir gérer rien que le système, la communication, vous donnez un récipient, vous le récupérez, il faut le laver, etc. Il faut gérer l'argent. Et pour ça, il y a des intermédiaires. Donc, je prends l'exemple de MyGringo. Donc, MyGringo est une application qui va gérer tout ça à votre place. D'accord. Donc, c'est lui qui va vous fournir les plats qui sont propres. Et ensuite, le client va venir acheter chez vous par le biais d'une application, va vous faire la consigne, d'accord. Ça va être 2 € la consigne. C'est débité de son compte. Et une fois que vous avez des machines qui vont venir, dans lesquelles vous allez déposer votre consigne sale, et une fois que vous l'avez déposée, vous récupérez votre consigne. Et là, du coup, que ce soit pour le client, c'est facile et pratique, et pour le professionnel, le restaurateur, ça devient beaucoup plus digeste, d'accord. Donc voilà, ça c'est une des solutions que je propose aux emballages plastiques, et aussi ça devient vraiment, comme je le répète, une marque de fabrique. Hein. C'est vraiment l'éthique, le plastique, le restaurateur engagé, la vente à emporter engagée interpelle le consommateur de demain. Voilà. Donc ça c'est le point emballage plastique, pardon. Et ensuite, le dernier point, c'est les implications anti-gaspillage. D'accord. Donc ça, c'est une petite parenthèse. Donc ça, c'est aussi parler à un autre type de consommateur. Voilà, donc ça va être avec des associations, travailler avec des associations. Et ça, pareil, ça fait partie de votre éthique de restaurateur, consommateur, de restaurateur. Donc voilà, vous en avez différentes, Belle Bouffe, Récup et Gamelle, Phoenix, Too Good To Go, Karma, etc. À savoir que pour certaines, faut faire attention, et ça c'est un point de vue assez personnel, je trouve qu'il y en a qui ont surfé sur la vague pour se faire de l'argent. Voilà. Donc ça, il faut faire attention au niveau de vos engagements avec ces types d'applications, plus que les associations. Hein. Les associations, bien sûr que non, mais les applications type Too Good To Go demandent un certain pourcentage pour avoir cette offre. D'accord, je crois que c'est 30% du chiffre. Donc vous, ça vous empêche de gaspiller, bien évidemment. Moi, personnellement, je vous dirais que la meilleure manière de ne pas gaspiller, c'est de gérer vos approvisionnements et votre manière de fonctionner en interne. D'accord. Après, en externe, c'est toujours bien d'avoir un partenaire qui puisse aussi répondre à la question de j'ai trop de cam, mais je ne veux pas l'acheter parce que ça devient important. Enfin, vous voyez, je ne sais pas si vous avez vu un petit peu, on a acheté des grosses quantités de nourriture. Il y a des gens que ça a pu interpeller pour ceux qui n'étaient pas encore. Et donc, du coup, ça, c'est aussi une clientèle qui va poser ces questions. Qu'est-ce que vous faites de vos invendus? Comment vous gérez ça? Vous n'êtes pas obligé non plus d'être dans l'anti-gaspillage absolument. Si vous arrivez à gérer parfaitement vos approvisionnements et votre débit, et ça, je vais en parler un petit peu après, c'est nickel. Donc voilà ce qui, en termes d'offres et de clientèle, ce qui est possible au niveau du contexte extérieur, hein, de ce qui va être post-Covid, avec donc du coup, si je résume, voilà, la distanciation sociale, pardon, c'est un avantage pour la vente à emporter. Hein, le client veut continuer à manger, mais avoir un petit peu plus de liberté aussi. Et puis oui, se sentir libre et vivre la convivialité différemment et pas enfermé. Voilà. Les circuits courts, pour niveau d'assurer vos approvisionnements, la situation agricole, effectivement. Voilà. Je ne vais pas tout reprendre, on va passer à la suite. Donc, deuxième point très important, sécuriser et gérer les finances.
Donc, sécuriser et gérer les finances, ça va faire en 4 points, ça va être assez rapide. L'équilibre des coûts. Donc ça va être quand vous êtes en Covid, il y a une certaine instabilité, post-Covid, pardon, il y a une certaine instabilité, une certaine peur aussi du restaurateur de s'engager dans des gros, comme si l'activité reprenait. Hein, l'activité n'a pas encore repris pour tout le monde. Et donc, du coup, en interne, je pense que le moyen de subvenir à ce genre de questionnement, ça va aussi d'être attentif à quelles seront vos dépenses. D'accord? Et donc, du coup, je vais vous expliquer un petit peu après les différents points sur lesquels on peut être attentif. D'accord? Et un des points, donc, qui est le deuxième, c'est la gestion à flux tendu des produits. Donc, c'est-à-dire que le stock et la notion de stock, il y a des restaurants, quand on a fermé en Covid, ils ont dû écouler tout leur stock et on a vu la nécessité aussi, la nécessité de ne pas forcément engager trop d'argent dans des charges variables et encore plus dans de l'alimentaire. Il y a aussi, et ça c'est l'intérêt aussi de la proximité, c'est que vos produits, vous pouvez les gérer de façon beaucoup plus souple quand vous êtes avec un fournisseur qui va pouvoir vous livrer assez facilement. D'accord? Vous n'avez pas besoin de faire des gros stocks, etc. Et vous pouvez aussi plus facilement gérer le flux de votre activité qui va être plutôt incertain au début. Hein, parce que pareil, je ne pourrais pas vous dire exactement comment vont reprendre toutes les activités, mais justement dans cette incertitude, moi ce que je suggère, c'est d'essayer de faire attention aux finances. C'est un petit peu comme vous, particulier. Moi, j'ai moins de sous, par exemple. Voilà, on peut avoir moins de sous, et du coup, on fait un petit peu plus attention aux dépenses. On évite les dépenses inutiles, on évite de stocker pour rien. Et dans votre entreprise, ça va être pareil. Troisième point, le calcul des bons seuils de rentabilité. Ça rejoint un petit peu le point d'avant, c'est-à-dire votre seuil de rentabilité, on va en parler après, c'est à quel niveau quelles sont vos charges et à partir de quel moment vous pouvez générer du bénéfice. D'accord? Parce que le but, c'est quand même de pouvoir générer du bénéfice en prenant votre activité. Et donc, du coup, le seuil de rentabilité va vous permettre de vous situer et de dire, ici, je vais pouvoir, ça va permettre de vous sécuriser, de savoir combien vous avez vraiment besoin et ça va permettre aussi de ça va en découler votre offre et vos tarifs et aussi la nécessité, le nombre de clients que vous allez faire. D'accord? Ça, c'est très important aussi de vous resituer dans votre contexte, dans votre entreprise, sur quels vont être vos besoins pour pouvoir dégager du bénéfice. Et enfin, la maîtrise des charges fixes. Donc ça rejoint effectivement le seuil de rentabilité. Donc la maîtrise des charges fixes, ça va être tout ce qui est gaz, électricité, etc. Et puis tout ce qui va être également votre loyer. Donc ça va être bien cerner quelles sont vos charges fixes pour pouvoir être sûr de les assumer et de garantir le minimum de fonctionnement à votre entreprise. D'accord? Le but, là, pour moi, le post-Covid, si vous voulez rouvrir, c'est d'assurer pour l'instant le minimum. Après, on pourra augmenter et revenir à quelque chose de plus dynamique. Mais pour l'instant, je pense qu'il vaut mieux sécuriser, s'assurer qu'on a le nécessaire pour faire marcher l'entreprise déjà, avant d'être peut-être trop gourmand et de devoir tout de suite générer énormément de bénéfices. D'accord? Donc, pour ça, je vais utiliser un exemple. Donc, InCuisine, c'est une SARL avec laquelle je travaille et actuellement, donc post-Covid, donc c'était une entreprise qui n'était pas à emporter. Et post-Covid, avec les distanciations sociales, une des solutions, ça a été de se diriger vers la vente à emporter. Donc en fait, tous les points que j'ai abordés ici, c'est des points que j'ai abordés avec InCuisine et qui vont me servir d'exemple aujourd'hui. Donc, le premier travail que j'ai fait avec InCuisine, ça a été de réfléchir à quels sont les coûts dans l'entreprise. C'est-à-dire, il faut d'abord savoir comment va être réparti votre chiffre d'affaires. Et on a de la chance en restauration, on a une règle de 3 qui est assez simple à appliquer. Vous avez 30% de matières premières, 30% de fonctionnement et 30% de frais personnels. Les 10% restants, c'est les 10% un petit peu variables qui peuvent générer votre bénéfice
Sachant que dans les 30% de frais de personnel, je compte le salaire pour celui qui est patron, hein, auto-entrepreneur, etc. C'est vos 30% de frais de personnel. Vos 10% de bénéfices, c'est ce qui va réussir à faire grandir votre activité. Mais pour l'instant, ces 10%, ils sont plutôt, ils sont pas sécurisés, d'accord? Et donc du coup, c'est sur jouant sur ces 3 points, votre approvisionnement, les matières premières, vos frais de fonctionnement, vous avez toutes les charges, gaz, eau, électricité, votre comptable, etc., ce dont vous avez besoin pour que votre entreprise puisse rouler. Et ensuite, votre personnel. Et ça, c'est un point important que qu'on abordera en dernier. Et donc, du coup, là, pour l'instant, on va se concentrer sur les frais de fonctionnement. Les frais de matières premières, c'est un petit peu, ça correspond au chapitre d'avant sur vos approvisionnements. Hein, votre matière première, si vous cherchez dans la proximité et vous cherchez des fournisseurs, principalement en plus ce sont des producteurs qui sont locaux, donc ils ont une notion un petit peu artisanale aussi, c'est beaucoup plus facile de s'arranger premièrement. La notion de prix est assez modulable. On peut installer un climat de confiance. Et donc, du coup, ces 30% de matières premières, c'est comme vous, en tant que particulier, par exemple, je sais pas, je prends un exemple, rien à voir, mais quand vous avez un garage, si vous avez un garage où vous payez plein pot, ou un garage où vous êtes en confiance, économiquement, vous allez plus vous en sortir avec un garage avec lequel vous êtes en confiance. Vous allez pouvoir trouver des arrangements. Hein. Au niveau des fournisseurs, c'est très important. Surtout quand vous ne pouvez pas forcément tous les payer avec la réouverture et puis avec tout ce qui s'est passé et les fermetures et l'impossibilité de pouvoir produire, à trouver des arrangements avec les fournisseurs, même si tout le monde s'est mis un petit peu au pli, hein, c'est plus facile avec des gens de proximité, hein, des gens avec qui on va pouvoir plus facilement obtenir des liens de confiance. Donc ça, c'était les 30% de matières premières. Moi, je vais me concentrer sur les 30% de frais de fonctionnement. Donc, ces 30% de frais de fonctionnement, ces 30% de frais de fonctionnement, donc à une cuisine, quand je suis arrivé pour discuter de la rentrée un petit peu, la première question et la première suggestion, ça a été de définir exactement quelles sont vos charges fixes et quelles sont vos charges variables. Donc, pour ça, on fait appel au plan comptable ou au compte de résultat. Si vous avez un comptable qui peut vous aider à le faire, je vous invite à le faire. Et donc ça va permettre juste de vous situer sur tout ce que vous allez, quoi qu'il arrive, quelle masse au niveau de votre chiffre d'affaires va partir dans ce frais de fonctionnement. D'accord ? C'est très important parce que c'est ça qui va aussi définir le chiffre d'affaires global que vous allez devoir générer. D'accord ? Donc, première étape, je vais lui demander de me sortir les charges fixes et les charges variables. Ensuite, ça va me permettre de gérer mon seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité, c'est quelque chose qui est très important. Ça va vraiment vous situer sur à quel moment, en tant qu'entreprise, vous êtes déjà premièrement à résultat nul, c'est-à-dire que vous ne perdez ni gagnez d'argent, et c'est quand même la base en tant que réouverture, avec post-Covid et cette insécurité, de pouvoir au moins, au minimum, égaliser et avoir un résultat nul à la fin du mois ou à la fin de l'année. D'accord ? C'est très important parce que ça évite d'être en perte et de risquer un petit peu de mettre en péril votre entreprise. D'accord ? Donc, ce seuil de rentabilité, donc vous avez un calcul qui est assez simple. Donc, vous avez votre chiffre d'affaires que vous divisez par par votre chiffre d'affaires moins vos charges variables divisé par votre chiffre d'affaires. D'accord ? Donc, ça va vous permettre, ça va vous donner donc un chiffre. Et donc, ce chiffre, ça va être le chiffre à partir duquel, si vous êtes au chiffre, vous êtes sur un résultat nul. Si vous êtes au-dessus, vous générez du bénéfice. Et si vous êtes en dessous, bien évidemment, vous générez de la perte. Voilà. Donc du coup, voilà, quand je suis donc à une cuisine, une fois qu'elle m'aura donné donc du coup
ses charges fixes et ses charges variables. Le but, ça va être de se poser la question, une fois qu'on aura ce chiffre, ça va être de comment on génère ce chiffre. Donc ça va définir aussi l'offre qu'on va faire, la manière et les matières premières qu'on va utiliser et aussi le pourcentage, le taux de personnel dont on aura besoin. D'accord ? Il y a des entreprises qui n'ont pas pu forcément prendre tout leur personnel et ça c'est important aussi dans votre seuil de rentabilité. De calculer de combien de personnes au minimum vous avez besoin pour que votre entreprise fonctionne. D'accord ? Ça fait partie des 30% de frais de personnel qui vont rentrer dans votre seuil de rentabilité et qui vont vous permettre aussi de plus facilement de maîtriser le fait de générer du bénéfice. D'accord ? Et donc, du coup, le dernier point que je souhaite aborder, c'est effectivement la gestion du personnel, parce que c'est un point important, autant au niveau humain qu'au niveau financier pour votre entreprise. D'accord ? Quand il y a des entreprises pendant le Covid qui ont dû mettre en chômage partiel leur personnel, et la question de la réouverture se pose beaucoup parce que quand vous allez réouvrir, une fois que votre clientèle, votre personnel n'est plus en chômage partiel, il faut générer de l'argent pour pouvoir faire travailler, pour pouvoir payer ces personnes-là. D'accord ? Donc, il y a deux questions qui se posent pour moi. C'est comment se situer par rapport à l'entreprise, continuer à pouvoir générer de l'activité, même si vous ne pouvez pas forcément payer tout le monde tout de suite, parce que pouvoir générer pouvoir atteindre ce seuil de rentabilité, ce n'est pas forcément sécurisé. Et le côté votre personnel, pour ceux qui en ont, c'est tout aussi important de faire attention aussi à l'état, un petit peu la position de votre personnel par rapport à la reprise de l'activité. On a du personnel qui a parfois, pendant 2 mois, 3 mois, qui n'a pas travaillé, qui a aussi été dans une autre démarche. Donc ça, je pense que c'est aussi important que vous, en tant que professionnel et pour votre entreprise. D'accord ? Le personnel devient aussi important que le chiffre d'affaires qu'il génère. D'accord ? Donc, premier point, vous avez le soutien de l'État et des aides gouvernementales. Donc ça, c'est voilà, on a quand même un système qui a été assez réactif et qui nous permet de pouvoir subvenir à nos besoins et pouvoir quand même maintenir une certaine activité. Okay ? La souplesse au niveau des emplois du temps, ça c'est plus dirigé vers votre personnel. Donc quand vous êtes sur au niveau de la reprise d'activité, c'est à vous aussi de vous poser la question et de voir aussi avec votre personnel peut-être comment vous voulez reprendre. Je pense que impliquer votre personnel aussi, c'est tout aussi important. La gestion des emplois du temps, donc là je prends en exemple une cuisine, on adapte, d'accord ? La reprise ne s'est pas faite tout de suite et puis pas tout d'un coup, d'accord ? On a eu des reprises progressives et c'est pareil, c'est selon votre débit, selon vos besoins. Peut-être que vous n'avez pas besoin que quelqu'un vienne tous les jours. Peut-être que vous avez besoin que tous les 2 jours. Et ça, c'est à vous de l'analyser selon les besoins de votre entreprise. Pareil, si vous voulez ouvrir tous les jours ou non, etc. Ça, c'est à vous de le voir. Et de ça va découler le besoin personnel et l'emploi du temps qui va en découler. D'accord ? Mais du coup, ça permet le maintien en activité des temps partiels. D'accord ? Ça permet aussi de ne pas perdre votre personnel, parce qu'il y a aussi cette notion-là, et ça c'est le 4e point également, il y a des gens qui vont, voilà, qui vont ne plus trouver d'intérêt dans l'entreprise. Ça arrive, hein, ça on peut rien y faire, c'est parce que le fait de s'arrêter aussi permet de voir d'autres choses. Donc ça peut être vu comme un frein, mais au final, ça peut aussi être vu comme une occasion de pouvoir gérer cet instant-là et de réduire vos frais de personnel également. C'est possible. Hein. Donc, être attentif à votre personnel, ça permet aussi de solutionner des questions autres que forcément le licenciement.
D'accord? Vous pouvez trouver des équilibres naturels, des équilibres qui vont se trouver tout seuls dans votre entreprise en parlant de cette reprise d'activité avec le personnel. D'accord? À une cuisine, donc du coup, ce qu'on a proposé, c'est une fois qu'on aura ce seuil de rentabilité et qu'on aura un petit peu la trame de ce qu'on a envie de faire sur la vente à emporter, parce que quand même le but c'est de partir sur la vente à emporter, on va pouvoir porter cette idée au personnel avec qui on travaille et essayer de voir comment ils voient la chose pour que tout le monde puisse garder l'activité en maintien, parce que du coup, les gens, votre personnel, c'est une manière de l'impliquer aussi dans votre entreprise, c'est tout aussi important. Et donc, du coup, là, on va se poser ces questions ensemble et on va répondre ensemble. Donc ici, vous avez un petit point, voilà, pour terminer, ça c'est vraiment purement technique sur comment l'État vous aide. Donc vous avez différentes aides qui sont possibles. Vous avez aussi la CMA qui peut vous accompagner. D'accord. Moi personnellement, j'ai été accompagné par, enfin, je suis en accompagnement avec la CMA qui vous dirige et vous aide vraiment sur les démarches, ce qui est possible, etc. Je fais un petit point sur l'URSSAF également au niveau de l'aspect financier. Il y a eu une certaine souplesse qui a été accordée. Donc n'hésitez pas, c'est comme avec les impôts, n'hésitez pas à aller vers eux. C'est des gens qui sont à l'écoute, qui vont essayer de trouver des solutions. D'accord. Moi personnellement, j'étais en panique pour mon premier trimestre parce que je pouvais pas le payer. Voilà, l'État a mis en place, déjà à rassurer les entreprises et ensuite va essayer de mettre en place des systèmes qui vont permettre de trouver des solutions pérennes. D'accord. Le but, ça ne va pas être de voir une montagne et de se dire qu'on ne va pas pouvoir la gravir. C'est juste, on va la gravir, mais ensemble. D'accord. Donc voilà. Ensuite, donc voilà, possibilité de bénéficier de délais de paiement, d'échéances sociales ou fiscales, c'est dont je vous parlais, donc ça. Et ensuite, vous avez des aides purement financières qui sont de 1 500 € jusqu'à 2 000 €. Et ensuite du chômage partiel aussi. Donc voilà, à être attentif sur le chômage partiel, parce que voilà, du coup, c'est vraiment une autre dynamique au niveau de la gestion du personnel. Voilà. Et enfin, voilà, vous avez ensuite, différents points. Donc voilà, vous avez des prêts qui vont être garantis par l'État. Je crois que c'est des prêts à taux nul. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Voilà, vous avez des avances, vous avez une aide de 1 250 € pour les dirigeants salariés. Voilà, quand vous n'êtes pas, votre salaire est compté dans vos frais personnels, vous êtes aidé également. Voilà, et ensuite, voilà, et ça c'est les 2 points très importants sur lesquels j'aimerais insister. Il y a de la médiation sur les crédits et la réadaptation au niveau des crédits bancaires et des systèmes bancaires. Et il y a aussi de la médiation en entreprise en cas de conflit, parce que ça va générer aussi ça peut générer des tensions, parce qu'on a aussi touché aux besoins primaires de sécurité, oui, enfin oui, on touche. Certains ont pu être touchés dans des besoins assez primaires, donc tels que manger, se loger, etc. Pouvoir payer son logement, pouvoir payer sa nourriture, etc. Et donc ça va générer aussi des réactions qu'il faut prendre en compte et que du coup, je vous invite à ne pas craindre d'aller vous faire aider et d'aller vous faire accompagner aussi sur un peu plus de collectif, de collaboratif, être à l'écoute de son personnel. Je trouve que c'est vraiment une valeur qui va prévaloir dans le post-Covid et dans la réouverture des ventes à emporter comme des autres entreprises. Ça va être comment on est à l'écoute les uns des autres pour pouvoir s'en sortir collectivement. Je pense que l'esprit du collectif va nous permettre de pouvoir gérer ce post-Covid et aussi pouvoir créer, je pense, des manières de fonctionner qui vont nous rendre beaucoup plus résilientes et beaucoup plus prêtes en tant que restaurateur et en tant qu'entreprise à pouvoir subvenir à nos besoins si ça peut recommencer. Je suis pas médium et je ne pourrais pas vous garantir que ça ne recommencera pas ou que ça recommencera, mais ça peut être aussi vu comme une leçon où il faut aussi apprendre, je pense, à avoir un peu plus d'autonomie et que en fait on puisse aussi subvenir
beaucoup plus facilement et avec moins de difficultés, et qu'on ne revive pas un petit peu tous les problèmes qu'on a pu avoir pendant cette période Covid. Voilà. Donc j'ai terminé. Donc je vais passer aux questions, si vous avez des questions. Quel est le coût d'un emballage plastique? Je vous rejoins sur ce webinaire. Merci Mathieu. Je ne sais pas, est-ce que vous les voyez, Mathieu, les questions? Oui. Alors, elles vont apparaître sur votre droite. Si il y en a, moi, je n'en vois pas encore. Ben, j'en vois que deux. Rémi Boeuf. Bonjour Rémi. Donc, du coup, quel est le coût d'un emballage plastique usage unique pour un repas complet? Usage unique pour un repas complet. Alors, nous, à la boutique, donc In Cuisine, c'était pas du plastique, c'était du carton. Mais du coup, ça peut aller, ça dépend aussi de votre emballage. Enfin, voilà, je vous donner un prix moyen. Ça dépend de votre fournisseur. Donc voilà, après, vous comptez à peu près entre 10 et 50 centimes au niveau d'un emballage plastique, là où l'achat du bocaux en consigne, ça peut facilement coûter 10 euros la plaque, mais après, la démarche n'est pas la même. Hein. Le client, quand il paye directement sa vente à emporter avec un emballage plastique, il part avec, puis c'est jetable. Donc là, c'est ces 50 centimes qui vont être perdus. Le principe de la consigne, et c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, ça va peut-être coûter un peu plus cher. Hein. Je ne vais pas nier que la consigne et la mise en place du consigne, ça coûte plus cher. Mais sachant qu'on est dans un système où en fait l'argent circule, l'argent n'est pas perdu, l'argent n'est pas jeté comme votre emballage plastique. L'argent circule, donc le but en fait, c'est vraiment juste de mettre dans cette dynamique, de réussir à mettre dans cette dynamique la clientèle. Et effectivement, ça peut mettre un recul. Franchement, ça peut mettre un recul entre l'emballage plastique pratique, pas cher, facile à mettre en place, et la consigne qui demande un petit peu plus de préparation, mais qui au final, économiquement parlant, est beaucoup plus périn, et au final, peut, au bout du bout, peut ne rien vous coûter au final. Hein, parce qu'une fois que vous avez mis ça en place, ça s'autorégule. D'accord. Alors, et la consigne, le fait que le client amène ses propres boîtes ne pose pas un problème d'hygiène, étant donné qu'il s'agit d'un contenant qui viendra de l'extérieur. Alors ça, oui, effectivement, on s'est posé la question. Quand j'ai fait la formation snacking, du coup, j'étais avec des restaurateurs qui m'ont posé cette question. Effectivement, ça peut poser un problème d'hygiène au niveau de la responsabilité. C'est-à-dire que vous n'avez aucune sécurité. Que si votre client il est malade en sortant, en ayant mangé chez vous, mais en ayant ramené son propre emballage, son propre récipient, vous n'êtes pas à l'abri que le client se retourne sur vous. Ça, c'est pas quelque chose qu'on peut garantir. Par contre, ce qu'on peut se dire peut-être, c'est que la consigne, c'est aussi une histoire de confiance. Et là, je reviens encore sur l'histoire de confiance. Quand vous êtes sur quelqu'un qui vient avec sa consigne, il y a aussi une démarche derrière où le client doit être conscient de ce qu'il fait et donc doit être conscient aussi que son emballage et que la consigne avec laquelle il vient, il doit être propre. Il doit être propre et doit être dans les règles d'hygiène. D'accord. Donc, c'est nous, peut-être aussi à restaurateur, de prévenir les gens quand on veut mettre un système de consigne en place, de comment ça fonctionne et de l'importance de l'hygiène. D'accord. Un point que j'ai pas abordé tout à l'heure, sur lequel je voudrais revenir, c'est quand vous mettez en place, en termes de normes HACCP et surtout post-Covid, hein, vous avez donc tout un protocole qui a été fait post-Covid pour permettre aux restaurateurs de réouvrir. Et la vente à emporter, l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup moins de contraintes, mais il y en a quand même. Et donc, du coup, sur cette vente à emporter, premièrement, quand vous avez mis en place tout un système qui permet de montrer au client que vous êtes clean, hein, le client va aussi chercher ça. Hein. Aujourd'hui, il va chercher la sécurité de l'hygiène. Il va falloir montrer patte blanche, entre guillemets. Et donc, du coup, j'utilise une pub
quand le support, une pub, ça va faire grincer certains, mais du coup c'est McDo. McDo était très réactif, même si voilà, on est d'accord ou pas sur McDo. McDo a été très réactif et leur pub montre tout de A à Z, montre patte blanche totale sur leur hygiène impeccable. D'accord, c'est déjà assez drastique sur la HACCP, mais je vous parle surtout en termes de communication. Ils ont été assez intelligents de tout de suite prendre le pli de oui, il y a des problèmes d'hygiène, mais il va falloir tout de suite se rebondir et l'utiliser non pas comme une faiblesse, mais plutôt comme une force et se dire oui, bah, vous êtes capable aussi de mettre ça en place, un système d'hygiène qui fonctionne. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Mais voilà. Super. Eh ben, écoutez, je vous invite à poser d'autres questions ou sinon, eh ben, écoutez, aussi pour résumer un petit peu ce webinaire, c'est un système de confiance qu'il va falloir recréer pour relancer la vente à emporter. Donc, confiance par rapport à votre fournisseur, confiance par rapport à votre banque, confiance par rapport aussi à l'État, à votre système d'aide qui peuvent être mis en place, confiance en votre personnel également. Donc, voilà, je pense qu'il faut vraiment remettre ça en place. Merci Mathieu. Je pense que voilà, tout le monde a eu les bonnes infos. Encore une fois, hein, je vous enverrai le lien avec le replay et puis le support de présentation. Voilà, et moi je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.